Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ensemble, ça sera à l'occasion d'une série Cthulhu le Pacte d'Ismut, voilà, aux éditions Eldercraft, qui est en audio RPG. Alors c'est le même principe que ceux qui auraient acquis Cthulhu le Pacte d'Ismut avec le livre et les dés en livre dont vous êtes le héros. Mais sauf que là, avec une application sur le téléphone, eh bien, on va pouvoir jouer tout seul ou à plusieurs. D'ailleurs, les règles sont faites pour jouer en solo ou à plusieurs. Et découvrir un petit peu l'histoire de Cthulhu, le pacte d'Ismut. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffret que... Voilà, bon, déjà, je vous montre l'arrière. Donc, il y a tout ça. C'est-à-dire que vous avez effectivement les 3D. Les 3D, donc un D8, un D12, un D10, qui sont plutôt pas mal. Je ne sais pas si on les voit bien. Voilà. Oups, il y en a un qui est tombé. Voilà, ils sont un peu genre blanc nacré. Moi j'aime bien, ils sont jolis. On va avoir également des feuilles de personnages. Donc on en a normalement 5 de différents personnages pour pouvoir jouer, avec forcément des activités, des caracs, des choses un petit peu différentes que ce qu'on pourrait avoir d'ordinaire. Et au verso, vous avez des feuilles vierges. Voilà, des feuilles vierges si vous voulez créer vous-même un personnage pour pouvoir y jouer. C'est possible, vous avez la version vierge. On va avoir également un poster de la carte pour jouer sur le pacte d'Ismut, qui est comme ça. Et on va avoir forcément le petit livret d'explication de règles, comment ça fonctionne, la mécanique. Très important aussi parce que ça, on en a besoin, le tableau des difficultés. Voilà, qui est là, qui fonctionne, qui vous explique en fonction de si vous êtes un joueur, deux joueurs, trois joueurs, quatre et cinq joueurs, et les taux de difficulté ne sont pas les mêmes parce que forcément le nombre de dés qui vont être lancés ne sont pas les mêmes. Il y a également plusieurs annexes. Alors dans le jeu il y a des énigmes, donc là on vous rappelle un petit peu les énigmes sur papier. On va vous donner également toute l'explication de la feuille de personnage et quelques annexes. Ça, c'est des images que vous retrouverez sur l'application, donc elles apparaissent, hein. Vous verrez durant le tournage, elles apparaissent. Et c'est ces annexes-là qui illustrent un petit peu certains passages de l'histoire. On va pas tarder à commencer parce que voilà, ça va être découpé en plusieurs épisodes. Vous pourrez en profiter, c'est des petits épisodes de 30 minutes à chaque fois, à peu près, hein, plus ou moins. Et ça devrait vous plaire. Autre chose, si il y a, je ne sais pas si vous l'avez vu sur les feuilles des personnages, on est sur 3 caractéristiques: esprit, intelligence et force. Et à ça, on a des compétences. Pour cette partie, moi je vais jouer ce personnage-là. Voilà, vous allez retrouver de toute façon ici, quoi, par là, cette feuille de personnage. Donc, les caracs, les compétences. Ça, c'est les points de blessure. Vous voyez que sur les 24, j'en ai déjà 4 qui sont ouverts. Donc, il m'en reste 20. Il me reste 20 points de PV ou points de blessure, comme vous voulez. Et puis, il y a le petit background. Je vais vous expliquer tout ça. Très bien, très bien. Et on va commencer. Top générique. Et le taux de difficulté pour un ou une joueuse, quoi, un joueur ou une joueuse, très facile c'est de 2, facile c'est 3, moyen c'est 5, difficile 8, très difficile 10 et très très difficile 16. Sachant que selon le personnage, les caractéristiques, donc esprit, intelligence et corps, dépendent de D. Donc pour moi, alors ma feuille de personnage est là, voilà. Pour tout ce qui est esprit, ce sera un D8. Pour l'intelligence, ce sera un D12. Et pour le corps, ce sera un D10. Et d'ailleurs, voilà la carte. Et vous avez ma feuille de personnage qui est à droite. Je passe par l'interface Roll20 pour faire mes lancers de dés,
que j'ai préparé vite fait comme ça. J'ai fait une petite macro qui permet de lancer automatiquement les dés et d'avoir certains résultats. Vous voyez que par exemple au niveau des compétences sur les discrétion j'ai plus 2, éloquence j'ai plus 1, perception j'ai plus 2 également, et en inventaire j'ai un petit couteau tournevis multifonction plus 1 en crochetage. Au niveau de mon background, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte qu'à l'occasion de votre majorité, vous avez décidé d'entreprendre un voyage à visée touristique et généalogique en Nouvelle-Angleterre. Curieux, prévenant et plein de ressources, vous attendez beaucoup de cette expédition dans le passé de votre majestueux pays, comme dans celui de votre propre famille. Voilà. Donc un certain nombre de compétences et bien sûr la petite goutte de sang, ça représente tout ce qui est blessure, etc. Donc ma feuille de personnage, je vais me la garder. Je vais garder le petit livre également qui va me permettre d'avancer dans l'histoire. Et puis on va voir. Alors soyez pas surpris, j'espère que le son ne sera pas trop fort. Voilà, j'ai mis une application qui me permet de faire comme si j'étais sur mon téléphone, pour vous permettre d'écouter également le récit. J'avais lancé vite fait la dernière fois pour voir, donc au début il y a quelqu'un qui va nous expliquer un petit peu la chose, et après on avancera. Pour avancer, et il te dit t'as réussi, t'as pas réussi, t'as fait ci, t'as fait ça, cliquez en fait sur le clavier. En fait on va faire un chiffre qui correspond à nos choix et on va avancer ainsi. Allez, on est parti, attention. Piste 001. L'expérience que vous vous apprêtez à découvrir peut se vivre seule ou à plusieurs. Vous serez invité à prendre des décisions qui influenceront le cours de votre histoire, mais aussi à déposer régulièrement votre destin entre les mains du hasard. Un RPG Book se découpe en plusieurs chapitres que vous vivrez dans un ordre défini par l'histoire. Ces chapitres sont découpés en pistes audio. À la fin de chacune d'entre elles, vous serez invité à lancer une nouvelle piste en prenant parfois en compte un choix que vous avez fait ou le résultat d'un test. La numérotation des pistes de ce RPG Book se fait en 2 temps. Le premier chiffre renvoie au chapitre de l'aventure et la suite du numéro à la section à laquelle vous êtes. Lorsqu'une piste est numérotée 103, cela signifie qu'elle se déroule dans le premier chapitre à la section 03. Certaines énigmes vous inviteront à associer le numéro d'un objet ou un chiffre croisé plus tôt dans l'aventure à celui de la piste que vous êtes en train d'écouter. Additionnez les deux et entrez votre résultat dans le lecteur de l'application. Parfois, vous obtiendrez des nombres à utiliser tels quels. Dans ce cas, entrez le chiffre du chapitre en cours, puis le nombre que vous aurez déduit. Pour jouer, vous aurez besoin du dossier qui accompagne ce RPG Book. Il contient des explications pour utiliser l'application Eldercraft, mais aussi des supports que vous utiliserez durant l'aventure. Si vous ne les avez pas déjà, nous vous invitons à imprimer la carte d'Innsmouth et les fiches de personnages dont vous aurez besoin. Vous pouvez également imprimer les annexes et les énigmes pour faciliter votre immersion. Prenez un dé à 8 faces, un dé à 10 faces et un dé à 12 faces, du papier et un crayon, et vous serez prêt à vous lancer dans l'aventure. Durant quelques heures, vous endosserez le rôle d'un personnage. En plus d'une histoire et d'un caractère unique, chaque personnage proposé possède un certain nombre de points forts et de limitations, traduits par les éléments présents sur sa fiche. Les règles du jeu sont simples et rapides à comprendre, mais il vous faut les connaître avant de vous lancer dans cette aventure. Vous pouvez les consulter dans le dossier d'accompagnement, sur l'application Eldercraft ou encore en lançant la piste 002. Pour commencer directement l'histoire, lancez la piste 101. Alors oui, ce que je ne vous ai pas dit effectivement, c'est que c'est comme un petit peu un jeu dont vous êtes le héros. Donc ça va être un peu sous le même principe. Et effectivement, dans le pack, il y a les fameux 3D qui sont demandés. Donc ils sont inclus bien sûr dans ce pack audio. Ça vous permet de ne pas avoir à courir non plus à droite à gauche pour chercher des dés. Ce serait un petit peu dommage hein, si on n'en a pas. Mais c'est totalement inclus dedans. Donc vous avez ça, les fiches de personnages, la map, le livre de règles et d'explications et bien sûr les 3D
qui vous permettent de jouer le tout pour, j'ai un trou, je crois que c'est entre 26 et 29 euros aidés, il me semble. Voilà, donc après vous avez le choix de l'acheter en audio ou pas. Et il existe en pas audio, je crois qu'il est un petit peu plus cher, je ne suis pas sûr. Je me suis également ouvert un bloc-notes pour noter. Parce que parfois ça peut aller très très vite et je sais que si je vous parle et tout en même temps, et ben je vais pas forcément me rappeler du chiffre qui avait été dit, donc je préfère tout noter au fur et à mesure. Voilà, et donc il nous dit qu'on est prêt, qu'on a notre feuille de personnage, notre map, tout ça, les dés, de faire le 101. Je fais 100 et je valide. Piste 101. Le train entre en gare, précédé par le rugissement strident de ses freins et l'épaisse nappe de vapeur crachée par son imposante cheminée. En une chorégraphie mûrement répétée, les voyageurs qui vous entourent se dispersent, puis s'alignent le long des wagons afin de laisser les passagers descendre tout en présentant leur billet au contrôleur de quai. Une fois parvenu au niveau de l'employé, vous plongez la main dans votre poche et constatez avec effarement que votre portefeuille a disparu. Vous avez beau fouiller chaque recoin de votre veston, il faut vous rendre à l'évidence. Vous avez été victime d'un pickpocket. Désemparé, vous plaidez votre cause auprès du contrôleur, mais l'homme ne veut rien entendre. Alors que vous regagnez la gare en fulminant, vous repérez toutefois sur le parvis extérieur le jeune adolescent qui vous a bousculé un peu plus tôt. Vous déduisez de sa nervosité manifeste et de son pas heurté qu'il s'agit de votre détrousseur. Après l'avoir hélé en vain, vous appelez le reste de votre groupe à l'aide et vous vous lancez à sa poursuite. Lorsque vous jouez en groupe, la plupart des tests de compétences que vous aurez à effectuer seront des tests de groupe. Ils fonctionnent exactement comme les tests ordinaires, à deux différences près. Premièrement, le seuil de réussite à égaler ou franchir est adapté au nombre de joueurs et joueuses dans votre groupe. Deuxièmement, vous devez comparer à ce seuil la somme des résultats de tous vos jets, dés et bonus compris. Par exemple, si votre groupe est constitué de 3 joueurs, vous devez obtenir une somme supérieure ou égale à 6 pour réussir un test très facile d'athlétisme. Consultez le tableau correspondant au nombre de joueurs de votre groupe dans votre dossier d'accompagnement pour connaître les seuils de réussite pour chaque difficulté annoncée. Faites un test très facile d'athlétisme. En cas de réussite, lancez la piste 113. Sinon, écoutez la piste 110. Alors, je note tout de suite 113. Oui, 110, échec. Ok. Donc, très facile, je dois faire un 2 avec athlétisme qui est une notion de corps. Donc, on va lancer un D10. Je viens réellement de faire un 2, donc je suis birder avec un D10, mais j'ai réussi. Donc il faut que, si je réussis, donc c'est la piste 113. Piste 113. Vous vous précipitez derrière le pickpocket et remontez le quai à toute allure, évitant de votre mieux les valises sur votre passage. Malgré sa silhouette fluette qui lui permet de se faufiler avec aisance entre les groupes de passagers, vous ne quittez pas l'adolescent des yeux tandis qu'il traverse le parvis ventre à terre et s'engouffre dans un petit quartier pavillonnaire. Vous êtes presque parvenu à le rattraper quand il disparaît au coin d'un immeuble. Faites un test très facile de pistage. En cas de réussite, écoutez la piste 104. Sinon, lancez la piste 102. 104 ou 102, pistage. Pistage, c'est de l'intelligence. Intelligence ou de l'esprit. Alors, c'est intelligence. C'est un des 12 et il faut que je fasse. Il a dit facile ou très facile? 8 facile. Dans tous les cas, je réussis parce que ça sera un test difficile à 8. Donc, nous allons faire la piste 104. Piste 104. Face à vous se dressent 3 immeubles bas, bordant les voies de garage dont les cours en friche donnent sur les wagons désaffectés d'un ancien train de marchandises. Après avoir guetté en vain le moindre signe de votre petit voleur, vous contournez l'un des bâtiments dans l'espoir de retrouver sa trace et repérer dans le sol meuble d'un parterre envahi de mauvaises herbes l'empreinte récente d'un pied. Vous vous ruez dans cette direction et apercevez la silhouette du pickpocket à la lisière du terrain ferroviaire.
Il tente manifestement de grimper dans l'un des wagons, mais le cri que vous poussez lui fait perdre l'équilibre et il retombe sur le sol caillouteux. Boum. Vous le rejoignez à grandes enjambées, furieux et bien décidé à récupérer votre bien. Toi, mon petit gars, je t'avoue. Faites un test très difficile d'intimidation. En cas de réussite, écoutez la piste 112. Sinon, lancez la piste 118. Alors, attends, là j'ai un doute sur ce qu'il a dit, Piste 104. donc j'ai réécouté seulement Face à la fin. Gonsier Pierre, il retombe sur le sol caillouteux. Vous le rejoignez à grandes enjambées, furieux et bien décidé à récupérer votre bien. Mhm. Faites un test très difficile d'intimidation. En cas de réussite, écoutez la piste 112. Sinon, lancez la piste 118. Alors très difficile, en intimidation je dois faire un 16. Intimidation, c'est un test d'esprit pour le coup, avec un D8. Comment il veut que je fasse un... Bon, on sait déjà le résultat, hein. 4, c'est mort. Donc 118. Je pense qu'il le savait. Sachant que je n'ai aucun bonus de toute façon. Donc Piste 118. on a loupé. Vous avez beau vous époumoner, le pickpocket refuse obstinément de vous rendre votre bien. Pire encore, plus vous le sermonnez et l'agonissez de menaces, plus se met à poindre sur son visage un petit sourire narquois. À court d'arguments, vous avancez d'un pas pour le prendre au collet, quand il émet un sifflement aigu. De l'intérieur du wagon derrière lui surgissent alors 5 garnements à la mine revêche, qui sautent au sol et vous encerclent sans mot dire. L'un d'eux, le plus grand, martèle en rythme un air de bœuf dans la paume de sa main, Ah, la ça fait tête mal, ça. inclinée tel un chat face à sa proie. À l'évidence, vous allez devoir en découdre. Les combats, ainsi que les tests indiqués comme dangereux, se déroulent exactement comme les autres tests, à la seule différence que si vous échouez, vous perdez autant de points de vie que la différence entre votre résultat et le seuil de réussite. Si vous jouez en groupe, chaque joueur compare à tour de rôle le résultat de son lancer de dés au seuil de réussite à un joueur. Si le résultat est inférieur à cette difficulté, le personnage se blesse au cours de la collaboration. Les joueurs additionnent ensuite leurs résultats et les comparent au seuil de réussite du groupe afin de constater l'échec ou la réussite de leur action. Le groupe peut réussir un test dangereux même si l'un de ses membres n'y est pas parvenu individuellement. Pour combattre, retrouvez sur votre fiche de personnage la caractéristique corps et jetez le dé correspondant. Ajoutez au résultat du dé les éventuels bonus associés au fait de combattre, conférés par des objets, et comparez le résultat au seuil de réussite indiqué dans le tableau. Si le résultat est supérieur ou égal au seuil de réussite, vous remportez le combat. Si le résultat est strictement inférieur au seuil de réussite, vous perdez des points de vie comme pour tout test dangereux. Un combat est toujours considéré comme un test dangereux. En l'absence d'indication contraire, chaque échec vous oblige donc à recommencer le test jusqu'à l'emporter ou périr. Si vous perdez des points de vie, cochez autant de cases dans l'espace dédié sur votre fiche de personnage que de points de vie perdus. Si toutes les cases sont cochées, vous avez succombé et votre aventure prend fin. Faites un test moyen de combat. En cas de réussite, lancez la piste 117. Si vous subissez au moins une blessure, écoutez la piste 109. Alors, pour le combat, j'explique un petit peu. Vous voyez ma grille où il y a une espèce de goutte. Tout ce qui est noir, ça veut dire qu'il n'est pas utilisable. C'est-à-dire que sur les 24 cases, j'en ai 4 de moins. Donc j'ai que 20 cases. Bien sûr, quand toutes les cases sont remplies, je suis mort. Je vais pas les cocher là sur la feuille du personnage parce que c'est juste une image, donc je ne pourrais pas. Moi, je les note à côté. Test moyen, c'est 5. Il faut que je fasse 5 avec un dé de corps qui sur sur ma feuille de personnage est un dé 10 et je peux ajouter à cela si j'ai une arme ou quoi, et j'ai un petit couteau tournevis multifonction mais qui ne m'apporte rien en termes d'armes ou de bonus au combat. Donc je ne vais pouvoir lancer qu'un D10 qui représente donc le corps. Et je fais 4, sachant que je devais faire 5 pour réussir, donc je ne réussis pas. Donc je m'en prends plein la tronche et je passe donc sur la piste 109. Piste 109.
Manifestement. Je mets une pause, quelque chose que j'ai oublié. Ce qui donc est ma différence entre ce que j'ai fait et la difficulté m'est retirée en termes de points de vie. C'est-à-dire que là, il y a entre 4 et 5, il y a 1. Donc, au niveau des points de vie, tac, tac, je vais me le noter là. J'en ai donc 5, 10, 15, 20. Et ben, je passe à 19 points de vie. Je mets juste PV, voilà. Et on est reparti. Habitué à jouer des points, les 6 garnements vous rouent de coups jusqu'à vous faire tomber au sol. Une fois assuré que vous ne représentez plus la moindre menace, ces petits diables vous tirent la langue et vous raillent à grand renfort de gestes obscènes, avant de tourner les talons et de se disperser dans la gare de triage. Atteint dans votre fierté et contusionné, vous vous relevez péniblement et rebroussez chemin, pressé de quitter cette ville maudite. C'est la mort dans l'âme que vous regagnez la gare pour faire de nouveau la queue devant le guichet du préposé. Lancez la piste 107. Bon, là, on n'a pas trop de choix. Ce sera piste 107. Piste 107. Vous expliquez votre mésaventure au préposé, mais l'homme ne peut contrevenir au règlement et vous invite à racheter un billet. Oh, Votre bah maigre bien sûr. pécule, cependant, vous l'interdit. Semblant compatir à vos soucis d'économie, il vous fait alors une suggestion. « Pourriez toujours prendre ce vieux bus ?» vous dit-il d'un ton hésitant. « Mais il n'est pas très apprécié. Il passe par Innsmouth. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Si bien qu'on le voit d'un sale œil dans le coin. C'est un gars de cette maudite ville qui le conduit, un dénommé Joe Sargent, mais il n'y a jamais personne d'ici, ou même d'Arkham, à vrai dire, qui monte dedans. Le ticket doit pas coûter bien cher, mais j'y ai jamais vu plus de 2 ou 3 passagers, et rien que des gens d'Innsmouth. Il quitte la place en face du drugstore de Hammond, à 10h tous les jours. » C'est la toute première fois que vous entendez parler de la ténébreuse Innsmouth. La moindre référence à une commune absente des cartes courantes et des guides récents suffirait déjà à vous intéresser. Mais les étranges allusions de l'employé n'ont pas manqué de piquer franchement votre curiosité, de sorte que vous l'interrogez plus avant. Lancez la piste 158. Bon, pour l'instant, on écoute surtout l'histoire. Après, c'est assez agréable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez me le dire en commentaire ou dans le descriptif. Mais c'est intéressant, en fait, ce côté un peu audio, suivre, avancer comme ça tout doucement. À voir. Piste 158. Innsmouth ? Ma foi, c'est un patelin plutôt étrange dans son genre, à l'embouchure du Manuxet. C'était presque une grande ville à l'époque, et même un sacré port de pêche avant la guerre de 1812. Mais ça fait bien 100 ans qu'elle tombe en ruine. Plus aucun train n'y passe. Il y aurait plus de maisons vides que d'habitants apparemment, et pas d'activité digne de ce nom en dehors de la pêche et du homard. Dans la région, les affaires se font surtout ici, à Arkham ou à Ipswich. À une époque, Innsmouth avait quelques fabriques, mais plus maintenant. Sauf une raffinerie d'or qui tourne plus qu'au ralenti. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'économie d'Innsmouth, lancez la piste 144. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire d'Innsmouth, écoutez la piste 135. Si vous préférez en savoir plus sur les habitants d'Innsmouth, poursuivez avec la piste 146. Si vous préférez couper court à la conversation, lancez la piste 134. Alors, on va quand même en apprendre un petit peu. Hein. On va écouter la piste 144. Piste 144. Ça grouille toujours de poissons dans la baie d'Innsmouth, même quand il y a pénurie partout ailleurs. Mais essayez d'en profiter un peu et vous verrez comment vous serez accueillis. Les gars de là-bas sont pas partageurs. Ça a sans doute trait à leurs origines. Ils amassent leurs poissons et leurs homards et les exportent par camion. C'est fou comme ça foisonne dans leurs eaux. À part ça, il y a vraiment que la raffinerie d'or du Vieux Marche qui fait tourner le commerce par chez eux. Si vous voulez en savoir plus sur l'origine des gens d'Innsmouth, lancez la piste 151. Si vous voulez en savoir plus sur la raffinerie Marche, écoutez la piste 129. Alors, je serais intéressé par connaître un petit peu les gens d'Innsmouth. Et si on peut revenir sur la raffinerie après, ça m'arrangerait. Piste 129. La raffinerie, j'en ai entendu causer par un inspecteur du travail de passage. Le vieux Marche, son propriétaire, doit être riche comme Crésus. C'est le petit-fils du capitaine Obed Marche, celui qui a monté l'affaire. Un drôle d'endroit, à l'en croire. Il est installé dans un vieux moulin, près des dernières chutes du Manuxet avant l'estuaire. Les comptes y seraient mal tenus, et il n'y a trouvé aucune trace de la moindre transaction officielle. Comprenez, on n'a jamais vraiment su où les Marches se procuraient l'or qu'ils raffinaient. Ils n'ont jamais eu l'air d'en acheter beaucoup, mais ça les a pas empêchés d'expédier des lingots par cargaison entière dans le temps. Certains disent qu'ils le trouvent sur le récif du diable.
Si vous voulez en savoir plus sur la famille Marsh, écoutez la piste 133. Si vous voulez en savoir plus sur le récif du diable, lancez la piste 137. On va écouter un petit peu sur la famille. Piste 133. J'ai surtout entendu parler du vieux Marsh, le propriétaire de la raffinerie. Un drôle de pistolet, celui-là, toujours cloîtré chez lui. On raconte qu'en vieillissant, il aurait attrapé une sorte de maladie de la peau ou une malformation qui le force à rester caché. Il paraîtrait que sa mère n'était pas de chez nous, une fille des mers du Sud, à ce qu'on dit. Et ça a fait un foin du tonnerre quand il a épousé une fille d'Ipswich il y a 50 ans. Ah, ça, on peut dire qu'il leur mène la vie dure aux gens d'Innsmouth dans le coin. Mais de ce que j'ai vu, les enfants et les petits-enfants Marsh m'ont l'air comme tout le monde. Quand j'y repense, ça fait quelque temps que j'ai pas croisé les aînés. Le vieux, par contre, je l'ai jamais vu. À ces mots, le préposé semble vouloir ajouter quelque chose, mais hésite à la vue des voyageurs qui recommencent à investir la gare, comme s'il craignait que des habitants de Newburyport puissent surprendre votre conversation. Aidez-le à surmonter ses réticences. Faites un test moyen de séduction. En cas de réussite, Séduction. lancez la piste 142. Sinon, écoutez la piste 134. Alors, 142 ou 134. Ok. De séduction. Donc ça, c'est de l'esprit. Je n'ai pas de bonus. 8, test moyen réussi. Donc, on a dit piste 142. Piste 142. Vous parvenez à convaincre le préposé de poursuivre ses confidences. D'un air de conspirateur, il se penche légèrement sur son guichet et vous glisse à mi-voix. Si je peux me permettre, les fouineurs sont pas les bienvenus à Innsmouth. J'ai moi-même entendu parler de plusieurs hommes d'affaires ou de fonctionnaires qui auraient disparu là-bas. Il y en aurait même un qui serait devenu fou et qu'on aurait bouclé à l'asile de Denver. Ils ont dû s'arranger pour lui flanquer une frousse de tous les diables à ce pauvre type. Voilà pourquoi je serais vous, j'y resterai pas pour la nuit. Il ponctue son conseil d'un rapide clin d'œil, puis avise par-dessus votre épaule la queue qui se reforme peu à peu derrière vous. Lancez la piste 134. Voilà, 134. Piste 134. Bon, Ça, c'est- va falloir que je me remette au boulot, moi. Ah oui, une dernière chose. Il y a un hôtel à Innsmouth, s'appelle la pension Gilman. Mais il doit pas valoir grand-chose. Franchement, je vous déconseille d'y mettre les pieds. Feriez mieux de passer la nuit ici et de prendre le bus pour Innsmouth de 10h demain matin. Je suis jamais allé dans cette ville et j'en ai pas l'intention. Mais vous risquez rien à y traîner en journée, selon moi. Même si les gens du coin vous diront certainement le contraire. Si vous voulez juste vous promener et chercher des vieilleries, en tout cas, Innsmouth, c'est l'endroit idéal. Allez, au revoir et bon voyage. D'un signe, le préposé vous incite à libérer la place pour les usagers qui vous suivent dans la queue. Après l'avoir salué, vous quittez la gare et remontez State Street à pas pesants jusqu'au centre-ville. Lancez la piste 141. Piste 141. Vous vous trouvez dans le centre-ville de Newburyport. La plupart des boutiques ont fermé, mais certains bâtiments publics sont ouverts. Un vent du nord charrie dans les rues un épais relent de poissons. Curieusement, cette odeur vous fait penser à Innsmouth et aux élucubrations du volubile préposé de la gare, dont les allégations vous ont décidément fait forte impression. Et ce, d'autant plus que le bus passant par Innsmouth s'impose dorénavant comme votre seul et unique moyen de rallier Arkham. Que faites-vous ? Si vous souhaitez chercher d'autres trajets à la gare routière, lancez la piste 152. Si vous souhaitez vous rendre à la bibliothèque afin d'en apprendre plus sur Innsmouth, écoutez la piste 130. Si vous souhaitez interroger les habitants de Newburyport au sujet d'Innsmouth, écoutez la piste 136. Enfin, si vous souhaitez chercher un endroit où passer la nuit, lisez la piste 131. Moi, je serais pour trouver un endroit pour passer la nuit. Piste 131. Vous finissez par trouver une auberge de jeunesse dont les tarifs extrêmement bas correspondent à vos soucis d'économie. À l'entrée, un réceptionniste au visage oblong et aux lèvres fines lit un magazine rouge sang intitulé Weird Tales, dont la couverture présente une femme poursuivie par un vieillard manifestement hostile. Après avoir réglé la somme demandée, vous vous restaurez dans la cantine voisine, puis gagnez votre chambre. Lancez la piste 201. Qu'est-ce qui va nous arriver ? Piste 201. Chapitre 2.
Réveillé aux aurores par la plainte sinistre d'une lointaine corne de brume, vous quittez votre chambre, engouffrez un frugal petit déjeuner au rez-de-chaussée de l'auberge de jeunesse et arpentez les rues de l'ancienne Newburyport en direction de la place du Vieux Marché pour y attendre le bus à destination d'Innsmouth. Peu après, un petit autocar gris sale, à l'état de délabrement avancé, descend State Street dans un grand bruit de ferraille, négocie un virage et freine le long du trottoir à côté de vous. Vous comprenez immédiatement qu'il s'agit du bus que vous attendez. Pressentiment aussitôt confirmé par le panneau à demi effacé sur le pare-brise, Arkham, Innsmouth, Newburyport. À la vue du chauffeur, certainement ce Joe Sargent dont vous a parlé l'employé de la gare, vous êtes submergé par une vague d'aversion spontanée qu'il vous est impossible de contrôler ou même d'expliquer. Vous surmontez toutefois vos craintes, tendez à l'homme vos derniers dollars et murmurez « Arkham ». Il vous gratifie d'un drôle de regard, puis sans un mot vous rend votre monnaie. Vous vous installez loin derrière lui afin de pouvoir admirer la côte pendant le trajet. Lancez la piste 2194. Pardon. 2000... Pop. 2194. Piste 2194. Bientôt, une puissante vibration secoue le véhicule au moment du démarrage. Puis il s'ébranle bruyamment le long des vieilles bâtisses en briques de State Street en crachant derrière lui un nuage de gaz d'échappement. Comme votre regard glisse sur le trottoir, vous surprenez chez les passants une volonté manifeste de ne pas observer le bus, ou de ne pas avoir l'air de l'observer. Après un virage à gauche dans High Street, où la circulation s'avère plus fluide, vous dépassez d'imposantes vieilles demeures datant des premières heures de la République et des fermes coloniales plus anciennes encore, pour déboucher enfin sur la vaste et monotone étendue de la route côtière. Si vous souhaitez contempler le paysage par la fenêtre, lancez la piste 213. Si vous préférez observer plus attentivement Joe Sargent, lisez la piste 224. On va regarder un petit peu le paysage. Ça va nous détendre. Piste 213. C'est une belle et chaude journée, mais le paysage de sable, de lèche et d'arbustes rabougris se fait de plus en plus désolé à mesure que vous roulez. Vous pouvez voir par la fenêtre les eaux bleues et la grève sablonneuse de Plum Island, et vous quittez bientôt la grande route qui mène à Raleigh et Ipswich pour emprunter un étroit chemin bordant le rivage. La région n'est visiblement pas habitée, et l'état de la route vous indique que la circulation est rare dans les environs. Les poteaux téléphoniques usés par les intempéries ne soutiennent que 2 fils, et vous franchissez par endroits des ponts de bois rudimentaires jetés au-dessus d'estuaires qui, s'enfonçant loin dans les terres, favorisent l'isolement de la région. Une fois parvenu au sommet de la crête, vous voyez se déployer la vallée encaissée où le Manuxet se jette dans l'océan, au nord de la longue ligne de falaises qui culmine à la pointe de Kingsport, avant d'obliquer vers Capane. Au loin, par-delà l'horizon de brume, vous discernez à grand-peine les contours vaporeux du promontoire où se dresse l'étrange maison haute qui a inspiré tant de légendes. Mais pour l'heure, vous n'avez Dieu que pour le proche paysage en contrebas, car devant vous s'étend la ténébreuse Innsmouth aux 1000 rumeurs. Lancez la piste 221. Alors, 221. Piste 221. Vaste et densément construite, la ville présente plusieurs signes de son sinistre dépeuplement. De l'enchevêtrement des cheminées ne s'échappent que de rares filets de fumée, et 3 beffrois élancés à la peinture écaillée dominent sévèrement le front de mer. La flèche de l'un d'entre eux s'est affaissée, et ce même clocher, ainsi qu'un des 2 autres, affiche des trous béants à l'endroit où devraient se trouver les cadrans d'horloge. Lancez la piste 2190. Eh ben, c'est... On avance prudemment. 2190. Piste 2190. Vous approchez d'Innsmouth. La route est désormais bordée par des fermes désertes à des stades variés de délabrement. Vous repérez quelques masures habitées, aux fenêtres brisées, calfatées de chiffons et aux cours jonchés de déchets, de coquillages et de carcasses de poissons. À 1 ou 2 reprises, vous voyez des silhouettes indolentes travailler dans leur jardin stérile ou creuser la plage empestant la marée à la recherche de praires, ainsi que des groupes d'enfants sales, aux traits simiesques, jouant le long de perrons envahis de mauvaises herbes. Un peu plus bas, seul le bruissement constant d'une chute d'eau trouble le calme anormal des environs. Les maisons penchées aux murs nus
sont désormais plus denses et bordent les deux côtés de la route. Partout règne la plus insoutenable odeur de poisson qui se puisse imaginer. Poursuivez avec la piste 205. Alors, 205. Voilà, on valide. Piste 205. Vous pénétrez enfin dans Innsmouth, croisant carrefour et rue transversale. Celle sur la gauche mène vers le royaume sordide, lugubre et dépravé des quais. Celle sur la droite donne à voir les vestiges d'une splendeur passée. Vous n'avez jusqu'alors aperçu personne à l'intérieur de la ville, mais certains indices trahissent bientôt la présence de rares habitants. Des rideaux aux fenêtres çà et là, ou quelques vieilles automobiles cabossées stationnées le long des rues. Le bus débouche à présent sur une sorte de place étoilée, flanquée de deux églises et ornée en son centre des restes embroussaillés de ce qui devait être une pelouse circulaire. Mais vous n'avez Dieu que pour l'imposante bâtisse à colonnade qui se dresse sur votre droite, à l'angle de la prochaine intersection. Sa façade anciennement blanche est désormais d'un gris lépreux, et le panneau à son fronton s'orne de lettres noires et or si défraîchies que vous distinguez à peine les mots « Ordre ésotérique de Dagon ». Alors que vous vous efforcez de déchiffrer cette inscription, les vibrations rauques d'une cloche fêlée de l'autre côté de la rue attirent votre attention et vous vous retournez vivement pour regarder par la vitre de votre siège. Faites un test difficile de perception. En cas de réussite, écoutez la piste 214. Sinon, lancez la piste 220.